La mère, Décembre Mitchell, et le beau-père, Jonathan Mitchell, ont été arrêtés et inculpés de falsification et de fabrication de preuves matérielles dans l'intention de dissimuler un cadavre humain, un crime de deuxième degré. Un homme de 26 ans avec des besoins particuliers a été retrouvé enterré dans son jardin. La police affirme que ce sont ses parents qui l'y ont mis. Le corps de Jonathan Kinman a été découvert après un contrôle de bien-être au Texas, et un mandat de perquisition récemment dévoilé révèle des détails choquants sur ce qui se serait passé à l'intérieur de cette maison. De l'aveu troublant de sa mère, capté à la caméra, à une chambre vidée qui sentait la décomposition, en passant par des publications sur les réseaux sociaux qui ont suscité l'inquiétude. Nous allons analyser ces développements dans cette affaire troublante avec l'inspecteur Eric Barnes de la brigade criminelle. Bienvenue dans Sidebar de Law and Crime, je suis Jesse Weber. D'accord. Nous abordons une affaire choquante et triste du Texas, où la police dit qu'un homme de 26 ans avec des besoins particuliers a été retrouvé enterré dans son jardin. Il s'appelait Jonathan Kinman, et les enquêteurs affirment que ce sont sa propre mère et son beau-père qui l'ont enterré là. Un mandat de perquisition expose ces nouveaux détails sur ce que la police pense s'être réellement passé à l'intérieur de cette maison de Burleson. De la découverte de la police dans la chambre de Jonathan à ce que sa mère aurait déclaré lorsque les chiens cadavériques approchèrent du corps. Ces paroles auraient été enregistrées par la caméra de la police. Elles sont absolument bouleversantes. Je cite « C'est moi qui ai fait ça, c'était ma décision. Je suis désolé, je voulais juste qu'il soit près de moi. » Cependant, malgré cette révélation bouleversante, de nombreuses questions restent encore sans réponse dans cette affaire. Par exemple, combien de temps Jonathan a-t-il disparu avant qu'on s'en aperçoive? Pourquoi ses parents l'auraient-ils enterré au lieu de signaler correctement sa mort? Comment est-il même mort au départ? Que s'est-il exactement passé dans cette maison dans les jours qui ont précédé cela? Nous allons tenter de répondre à ces questions en analysant ce mandat. Comment cette paisible maison de banlieue est devenue le centre d'une découverte bouleversante au nord du Texas. Et ce qui est difficile à comprendre dans ce genre d'affaires, c'est à quel point tout semblait normal, du moins de l'extérieur. Les voisins auraient déclaré que Décembre et Jonathan Mitchell, d'accord, les parents ici, étaient sympathiques. C'était le genre de couple qui saluait par-dessus la clôture, organisait des réunions le week-end. Mais pour l'instant, et c'est assez remarquable, nous n'avons trouvé aucun voisin qui ait déclaré publiquement que Décembre avait un fils qui vivait là. Ils ignoraient qu'un homme de 26 ans, Jonathan, est arrivé avec ses besoins particuliers. Il souffrait du syndrome de Russell-Silver, une maladie génétique rare qui touche la croissance. Mais le 14 octobre, tout a basculé avec un contrôle de bien-être. Ce jour-là, la police de Burleson a été appelée sur White Oak Lane pour vérifier l'état de Jonathan, car on leur avait signalé qu'il pourrait être décédé et enterré sur la propriété. La façon dont tout cela s'est déroulé, c'est qu'apparemment un ami de la famille a contacté la police après avoir vu une publication Facebook de Décembre, Mitchell, affirmant que son fils était décédé. Donc, lorsque les agents ont pris contact, Mitchell leur a apparemment dit que Jonathan était décédé dans un hôpital local. Mais lorsque les enquêteurs ont vérifié son histoire, ils n'ont trouvé aucune trace de cela. Plus tard ce soir-là, le beau-père de Jonathan aurait appelé le 911. À ce moment, la police revient avec les chiens cadavres et commence à fouiller la propriété. Le 15 octobre, la police et les Texas Rangers ont découvert une tombe peu profonde près d'un abri derrière la maison. À l'intérieur, ils découvrent le corps de Jonathan dans une couverture de camouflage. Donc tous les deux ont été arrêtés sur le champ. Ils ont été inculpés de manipulation de preuves matérielles dans l'intention de dissimuler un cadavre humain. À ce stade, la cause du décès reste à déterminer. Le médecin légiste du comté de Tarrant attend les résultats définitifs de l'autopsie. Donc il y a des questions, il y a beaucoup de questions. Outre comment cela a pu arriver, depuis combien de temps Jonathan était-il parti avant que la police soit prévenue? Comment est-il mort? Que s'est-il passé? Comme je l'ai dit, de nouveaux mandats de perquisition apportent un éclairage sur ces derniers jours. Selon la police, les parents de Jonathan ont décrit ce qu'ils ont découvert dans la maison, filmée par la caméra, la nuit du drame. L'histoire est terrible. Pour nous aider à tout expliquer, j'invite le détective Eric Barnes. Merci d'être revenu à Sidebar, détective. Oui, c'est bien de cette affaire qu'on parle, mais celle-ci est vraiment étrange. Parce que dans les affaires où il y a une personne vulnérable, un adulte vulnérable, qu'on soupçonne d'avoir été blessé par sa propre famille, c'est un type d'affaire différent, n'est-ce pas?
C'est un type d'affaire différent pour les enquêteurs qui cherchent peut-être à repérer certains signes. Qu'est-ce qui vous a marqué jusqu'à présent dans cette histoire? Je pense que la première chose qui m'a frappé, Jesse, c'est le fait qu'ils ont reçu un tuyau. J'ai vite compris qu'une personne, dans un moment de faiblesse, avait participé à cette affaire et divulgué l'information. Donc, c'est une bonne chose pour les enquêteurs parce qu'ils ont en fait une tierce personne qui connaît certains des faits de cette affaire, ce qui va aider les enquêteurs à démêler toute l'affaire. Et le fait que, je veux dire, il est rapporté qu'aucun voisin pour l'instant ne savait qu'ils avaient un fils là-bas. Vous savez, sans parler du fait qu'ils avaient un fils, mais que leur fils était là. Qu'est-ce que cela vous dit? Ils sont donc restés très discrets. Soit il était confiné à la maison, soit il était dans le jardin depuis très longtemps. Et quand vous avez une personne vulnérable, que ce soit un enfant, un bébé ou quelqu'un ayant des besoins particuliers, il y a effectivement une complication parce que cette personne n'est pas forcément en mesure de s'exprimer ou de signaler quoi que ce soit. C'est là que je pense que lorsqu'on a une victime vulnérable, ça peut devenir compliqué. Absolument. Vous savez, les enquêteurs sur cette affaire vont devoir prendre leur temps. Vous savez, il y a des signes évidents de jeu déloyal dès le départ et il ne faut pas que ça obscurcisse votre jugement. Ça pourrait être quelque chose de très simple, mais d'un autre côté, ça pourrait être quelque chose de très compliqué. Ils devront prendre leur temps avec celle-ci et ne peuvent pas se fier. Ils vont devoir développer toutes leurs informations de manière indépendante, en dehors de ce que disent le mari et la femme. Parce que, vous savez, ils pourraient être impliqués dans l'infraction. Pour l'instant, ils sont seulement inculpés pour falsification. La situation pourrait empirer selon la cause du décès. Êtes-vous surpris qu'il n'ait pas encore été inculpé de meurtre, d'homicide involontaire ou d'une quelconque accusation d'homicide à ce stade? Ou est-ce trop tôt? Et à mon avis, c'est trop tôt. À ce stade, ils devront surtout attendre les conclusions du médecin légiste et se fier à la science. Il va y avoir beaucoup de liens à établir en dehors du bureau pour qu'ils puissent revenir avec cela, étant donné qu'il pourrait s'être écoulé un temps considérable depuis que tout cela s'est produit. La science sera la voie qui guidera l'enquête. Nous ignorons l'état du corps, ce qui pourrait compliquer les choses. Tout à fait. Vous savez, étant donné que le corps a réellement été enterré, il y a beaucoup de choses, moi, ce qui entrent en jeu avec la décomposition du corps et simplement l'aspect scientifique. Le médecin légiste décide et les forces de l'ordre suivent sa décision. Quelle méthode et étapes suivre pour préserver les preuves sur une scène de crime avec un corps enterré? Confirmer l'identité de la victime? Parce que c'est une scène très délicate. Vous savez, chaque fois que le corps est exhumé, tout, en fait, le corps lui-même, puis la terre autour devient en réalité une partie de votre scène de crime. Donc, il faut être très délicat, très prudent avec ça pour ne pas le perturber plus qu'il ne va déjà l'être en le retirant du sol. Il peut y avoir quelque chose dans la terre à côté du corps. Cela peut être un indice qui pourrait aider les forces de l'ordre à suivre une autre piste. Donc, tout ce qui se trouve dans la zone, ouais, la zone immédiate et les environs du cadavre va avoir une importance capitale pour l'enquête. Il y a cet autre aspect que j'ai mentionné, à savoir que les chiens cadavres ont aidé les enquêteurs à retrouver le corps de Jonathan. Dans quelle mesure ces chiens sont-ils fiables pour localiser des restes enterrés et peut-être d'autres preuves? Vous savez, hein. Je vais vous dire ceci. Concernant le travail des forces de l'ordre et des chiens, ces derniers sont très fiables. Je mettrai mon partenaire dehors tous les jours pour qu'un chien s'assoie à côté de moi. Un chien cadavérique est très, très spécifique, mais il peut détecter des odeurs de décomposition à des kilomètres du site d'enterrement réel. Donc, ils sont très fiables et c'est un élément vraiment nécessaire dans cette enquête. Il y a tant d'aspects étranges. L'idée qu'une publication Facebook ait déclenché cette enquête, comme tu l'as mentionné. Quelle est l'importance des réseaux sociaux? À quel point l'observation de la communauté est-elle importante pour lancer une enquête, pour révéler des crimes cachés? Eh bien, vous savez, à l'ère des réseaux sociaux, toute information qui existe va être diffusée. Vous savez, une fois que c'est publié sur les réseaux sociaux, on ne sait jamais qui cela va atteindre. Donc, il pourrait y avoir des gens qui ont entendu quelque chose d'étrange ou peut-être remarqué quelque chose d'un peu bizarre. Et donc maintenant, avec cette publication, vous savez, les choses commencent à bouger et les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Ça génère des discussions à l'extérieur. Avant même de vous en rendre compte, les gens disent, si ça ressemble à un canard et qu'en Cannes, c'est un canard. Je veux parler de ces affidavits de mandat de perquisition nouvellement décelés. Ils fournissent en plus d'informations. Ils ont été obtenus par WEFA et NBC5.
Elle brosse surtout un portrait troublant de ce que les enquêteurs affirment s'être produit dans la maison Mitchell avant la découverte du corps de Jonathan. Et nous avons mentionné plus tôt que la police a d'abord appris la possible mort de Jonathan après qu'un ami de la famille a signalé une publication Facebook de décembre, Mitchell. Et elle avait affirmé que son fils était décédé à l'hôpital Texas Health Huguley. C'est une affirmation que les enquêteurs ont examinée. Ils ont déterminé que ce n'était pas vrai, c'était faux, et lorsque les enquêteurs ont vérifié, l'hôpital n'en avait aucune trace. Aucun document ni preuve. C'est alors que la police a compris qu'il y avait un problème. Mitchell aurait alors appelé la police. Et Mitchell aurait également dit à la police qu'elle n'allait pas organiser de funérailles, affirmant que Jonathan serait incinéré. Elle a admis qu'elle n'avait aucun document concernant son décès. À quel point est-ce un signal d'alarme, détective? C'est un énorme signal d'alarme. Vous savez, le bon côté dans tout ça, c'est qu'elle a déjà créé un récit que vous pouvez facilement prouver faux. Avec un simple coup de fil à l'hôpital, vous savez, vous pouvez déterminer s'il existe un certificat de décès pour cette personne à l'hôpital. Et une fois qu'ils vous disent non, là, ça ouvre les vannes. À ce moment-là, elle devient la première personne d'intérêt dans cette enquête. Le choc, est-ce une excuse? J'étais choqué, je ne pensais pas clairement, j'étais confus. D'après votre expérience lors des interrogatoires, est-ce que c'est une explication valable ou pas vraiment? Je pense que cet argument est très faible. Je pense que, à mon avis, non, il semblait qu'elle essayait de créer un alibi pour sa mort et sa disparition, de créer l'illusion qu'il était décédé et qu'il n'était plus là. Il n'y a rien ici qui soit suspect, c'est juste une situation très naturelle. Donc, je pense qu'elle lançait des appâts en espérant que les gens mordraient à l'hameçon. Ouais, je n'y crois pas forcément non plus. Je pense que si elle a parlé de crémation, c'est problématique, parce que ça soulèverait la question, où est le corps de Jonathan? Ah voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas là, au lieu d'être enterré dans le jardin. Je veux dire, ce détail précis sur la crémation, les procureurs diraient que c'est assez incriminant. Je suis d'accord à 100%. Vous savez, enterrer un proche dans le jardin, je ne dirais pas que ça n'est jamais arrivé, mais c'est très étrange et très rare que quelqu'un fasse ça. Ça semble tout à fait en accord avec vous essayez, de faire quelque chose sans attirer l'attention, sans éveiller de soupçons sur votre situation. Donc je pense que tous les signaux indiquent qu'il y a quelque chose de louche dans cette affaire. Ça t'a surpris que la police ait réagi? Que veux-je dire? Tu sais, si les parents disent que leur enfant est mort et qu'il est mort à l'hôpital, quand est-ce que la police ferait vraiment un suivi là-dessus et irait vérifier à l'hôpital s'il y avait des dossiers là-bas, au lieu de simplement croire la famille sur parole? Comme on l'a dit plus tôt, puisque ça s'est été publié sur les réseaux sociaux, je pense que les personnes proches de la famille, les gens de la communauté autour de la famille et un peu au courant de ce qui se passait avec eux, l'ont probablement remarqué. Il y avait quelque chose d'étrange qui se passait ici et je pense qu'il y a un peu plus dans cette histoire, tu sais, qui a été ajoutée par des gens qui étaient au courant, ce qui aiderait la police à approfondir l'enquête. La publication suffit à éveiller des soupçons, surtout si tu ajoutes des personnes extérieures pouvant avoir plus d'informations. Ces faits seuls vont te pousser à te demander où est l'enfant. Peut-être est-il à la maison, blessé ou autre. Tu dois clairement assurer un suivi là-dessus. J'ai trouvé la chronologie intéressante aussi, parce que plus tard dans la soirée, et nous l'avons mentionné, c'est le beau-père de Jonathan qui a appelé le 911. Il aurait dit aux autorités qu'il avait appris que sa femme avait enterré son garçon dans le jardin. On ignore quand il affirme l'avoir appris. Mais selon NBC5, le mandat décrit comment un ami de la famille avait en gros averti le couple que s'il n'appelait pas la police, il allait le faire. C'est un détail intéressant pour ce détective. Je le pense aussi. Je pense que les informations extérieures, vous savez, ça va être très précieux pour cette affaire. Il suffit de savoir quand les informations ont été échangées. Cette chronologie sera essentielle pour reconstituer l'affaire. Je pense qu'en regardant la chronologie entre la publication Facebook, l'information du voisin et sa réaction disant fais ce qu'il faut ou je le ferai, on comprend mieux la situation. Cela va peser très lourd dans les futures accusations de cette affaire. Et pour être clair, même s'ils sont tous les deux inculpés et je n'en suis pas certain, on peut se demander s'il n'y a pas le début de je n'avais aucune idée de ce qu'elle faisait, elle m'a dit ceci, tu sais, je ne savais pas. Maintenant, à quel point cela sera-t-il efficace? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, à quelle fréquence voyez-vous cela? Où un parent ou un aidant dit
Je n'avais aucune idée de ce que faisait ma femme, je n'avais aucune idée de ce que faisait mon mari. Mais encore une fois, si vous pensez aux accusations ici, qui l'ont, vous savez, enterré cette femme de 26 ans dans le jardin. Encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit la direction que la défense va prendre. Mais il peut être difficile de croire qu'elle a pu faire cela toute seule, non? Eh bien, tout à fait. Ce que l'on voit généralement lorsqu'il y a plusieurs personnes impliquées dans un crime, c'est qu'une des parties va certainement commencer à minimiser, à vouloir en quelque sorte atténuer son rôle. Et généralement, quand cela commence à se produire, on voit une séparation entre les deux parties et l'une des parties sera un peu plus coupable que l'autre. Et en tant qu'enquêteur, vous voulez en quelque sorte exploiter cela. En fait, cela joue en leur faveur que ces deux personnes puissent se dissocier de leurs rôles respectifs, parce que vous pouvez les monter l'un contre l'autre. Un autre aspect de cette affaire est très troublant, car pendant que la police et les chiens cadavériques fouillaient la propriété, et je voudrais avoir votre avis sur ce que vous pensez que cela signifie et comment cela s'intègre dans l'enquête. Décembre Mitchell aurait été filmé par la caméra de la voiture de patrouille, disant à son mari: «C'était entièrement moi. Ce chien allait entrer pour le trouver.» Et dans une déclaration qui aurait été enregistrée par la police, elle dit: «C'est moi qui ai fait ça. C'était ma décision. Je suis désolé, je voulais juste qu'il soit près de moi.» Détective, je viens de dire qu'il peut sembler difficile de croire que l'un est responsable, l'autre non. Qu'en pensez-vous? Ces déclarations elles sont assez accablantes. Je pense que clairement, jusqu'à ce que vous ayez des faits qui vous orientent autrement, vous devez les prendre comme étant, vous savez, ce qui vous guide dans la bonne direction pour savoir qui a eu le plus d'implications. Maintenant, je crois aussi qu'il pourrait s'être écoulé un certain temps entre l'incident réel qui a causé sa mort et l'enterrement. Ce qui pourrait vous aider à distinguer, d'accord, il y avait clairement assez de temps pour que deux parties puissent créer une histoire. Donc, je pense qu'il va falloir creuser en profondeur. Aussi, comme je l'ai dit, il va falloir passer du temps à parler avec chaque personne pour obtenir leur version des faits, puis revenir en arrière et essayer de corroborer ces informations. Au fait, en supposant qu'elle ait fait cette déclaration et en supposant qu'elle ne savait pas qu'elle était enregistrée, combien de fois voyez-vous cela? Combien de fois voyez-vous des suspects dire des choses qui sont enregistrées par une caméra embarquée ou une caméra corporelle? Et j'imagine que la personne ne s'en rend pas compte. Ça arrive assez souvent, vous savez, c'est ce qu'on appelle une déclaration spontanée quand la situation est très intense. Et dans le feu de l'action, dans la passion du moment, vous savez, on fait une déclaration et elle n'est pas sollicitée. Ouais, c'est juste dû au stress et je crois que cette déclaration le montre. On dirait qu'elle était super stressée, qu'elle avait vraiment l'impression d'avoir perdu le contrôle de la situation et que la seule chose qui lui restait à faire, c'était de dire quelque chose. Et au final, cela a fini par être enregistré. Je vais vous parler de ce qui a été trouvé dans la maison. Donc l'affidavit indique que les enquêteurs ont remarqué que la chambre de Jonathan semblait complètement vidée. Des objets avaient été retirés. Selon NBC5, les matelas présentaient apparemment des signes et une odeur de décomposition humaine. Des follicules pileux ont été prélevés sur les lieux pour des tests et analyses médico-légales. Des échantillons d'acide désoxyribonucléique ont été prélevés sur Jonathan Mitchell dans le cadre de l'enquête. Qu'attendez-vous de cela, détective? Et qu'est-ce que cela vous indique? Il semble que les forces de l'ordre suivaient le protocole. Généralement, dans ce genre d'enquête, la norme au début de l'enquête, c'est de la traiter comme s'il s'agissait d'un meurtre. Considérez chaque décès comme un meurtre. Ainsi, vous validez tout, remplissez l'aspect médico-légal, puis pouvez réduire l'enquête si besoin. Mais dans ce cas où vous avez une personne qui aurait pu être portée disparue pendant des mois, c'est une situation où il faut tout faire étape par étape. Il faut être lent et méthodique dans votre démarche. Et encore une fois, il faut traiter l'affaire comme si vous n'aviez aucun témoin et voir où les preuves vous mènent. Supposons une complication avec le corps de Jonathan, rendant la cause du décès indéterminable. Dans quelle mesure la scène, dans quelle mesure la pièce peut-elle vous informer sur la cause, la manière ou la période du décès? Depuis combien de temps il est mort? Vous vous demandez quelles preuves sur place pourraient aider à obtenir des réponses. Vous savez, ce que j'aimerais voir, c'est que typiquement dans des situations comme celle-ci, quand on fouille une scène ou une pièce, on veut voir s'il y a peut-être des taches de sang.
Aussi, cherchez tout fluide corporel qui pourrait sembler déplacé dans cette pièce et surtout, si vous parvenez à en trouver, quelle quantité de fluide corporel y a-t-il? Est-ce que cela correspondrait à une petite coupure ou est-ce que quelqu'un a été gravement blessé ici? Et je pense que tous ces éléments vont aider la police à reconstituer ce puzzle en coulisses. Il y a autre chose dont je voudrais parler ici aussi. Donc, vous avez la publication de décembre, celle qui aurait alerté un ami de la famille et l'aurait poussé à demander un contrôle de bien-être. Ce n'était pas la seule publication en ligne. Les autorités disant donc que le beau-père de Jonathan a partagé son propre message à propos de la loi, quelque temps avant que la police n'arrive à la maison pour le contrôle de bien-être. Son message, publié le 14 octobre à 18h35, dit même au plus fort de toi-même, certaines choses peuvent briser un homme, un père et un ami au plus profond de lui. Je t'aimais tellement plus que je ne peux l'exprimer, même si je ne l'ai pas toujours montré. Mais mon cœur est brisé en morceaux en ce moment, et je ne peux pas contenir la douleur que je ressens pour toi en ce moment. Je sais que tu es dans un meilleur endroit, mais ça fait toujours mal. Inspecteur, qu'en pensez-vous? Le poteau se détache, tu sais, ça donne l'impression qu'une personne a perdu quelqu'un de très proche. En tant que détective et membre des forces de l'ordre enquêtant sur cette affaire, il est crucial de donner suite à cette déclaration. Je dois parler avec le beau-père séparément, je dois lui parler pour comprendre ce qui se passait pendant cette période. Et encore une fois, cette publication est un autre élément précieux pour mieux comprendre cette chronologie, pour savoir exactement quand il a été enterré dans le jardin, car je pense qu'il reste de nombreuses réponses à trouver. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis, donc je pense que pour obtenir une chronologie plus claire à ce sujet, il faut établir les faits et ce poste est un excellent point de départ. Et je veux revenir sur autre chose, simplement parce que c'est tellement choquant. Je veux changer de sujet et parler de cet incident particulièrement troublant. Beaucoup de choses le sont, mais ce que les voisins savaient ou ignoraient jusqu'à la semaine dernière. Le couple d'à côté, Décembre et Jonathan Mitchell, paraissaient, comme je l'ai dit, des voisins normaux et sympathiques. Betty et Oula, voisines, ont confié à CBS Texas. Nous leur avons parlé dans le jardin devant la maison et les avons vus organiser des fêtes. Ils savent qu'Anna, mes enfantins, viennent dîner tous les dimanches. Quand la police est allée chez les Mitchell, le 14 octobre, pour un contrôle de bien-être, personne ne savait ce qui se passait dans la maison. Noula a déclaré « Nous n'avons jamais vu l'enfant, elle n'en a jamais parlé. Nous n'avons jamais vu personne aller et venir avec eux. Tout ce dont ils parlent, c'est de leur fille et de leur petite-fille. Encore une fois, détective, nous en avons parlé, à quel point cela pourrait être significatif. Mais les voisins ici jouent aussi un rôle, ce sont des témoins importants. Et moi, il revient aussi à cette idée que s'ils ont vraiment commis ce crime, et peut-être d'autres crimes, combien de fois interrogez-vous des personnes qui connaissent les suspects et disent que cela sort de nulle part? C'est un revirement total. Le visage qu'ils montrent au public est complètement différent de ce dont ils sont accusés. Je pense que c'est assez typique. Ce qui semble, c'est qu'ils ont complètement changé leur mode de vie et ils sont passés dans un mode différent, essayant de créer un certain style de vie et d'en projeter une certaine image. Et on aurait dit qu'ils étaient passés au point de ne même plus reconnaître, vous savez, qu'ils avaient un fils. Et je pense que c'est très important d'entendre ça de la part des voisins, d'entendre leur choc, parce qu'on parle de quelqu'un, la première personne qui a vraiment vu comment ils vivaient, qui est même allée chez eux. Et comme vous l'avez dit, cela, associé au fait que la chambre avait été vidée, donne l'impression qu'ils avaient déjà, l'incident était arrivé et ils passaient à la prochaine étape de leur vie. Et si ce n'était pas grâce à cet indice, qui sait où nous en serions? Et la police interroge probablement ses voisins pour avoir des informations. Avez-vous vu quelqu'un déménager? Avez-vous vu ou entendu quelque chose, n'est-ce pas? Si tout cela s'est produit, si nous parlons de cette maison, de tout ce qui se passe dans le jardin, ces voisins, encore une fois, j'imagine qu'ils sont interrogés par les forces de l'ordre, ces voisins ont probablement été questionnés ces derniers mois sur tout ce qu'ils auraient ni pu penser insignifiant à l'époque, mais qui pourrait être important maintenant, n'est-ce pas? Comment se passent ces entretiens? Absolument. Ces entretiens vont être très détaillés parce qu'ils vont servir d'yeux et d'oreilles à l'enquêteur. Y a-t-il quelque chose qui ressort maintenant, peut-être maintenant même en connaissance et circonstances, ce que vous avez découvert aujourd'hui et avec la présence des forces de l'ordre ici? En repensant aux derniers mois, y a-t-il quelque chose qui vous a marqué, qui sort de l'ordinaire dans cette situation? Chaque fois que vous les interrogez sur certaines choses et peut-être que leurs réponses ou réactions n'étaient pas appropriées.
Bien, tout cela va jouer un rôle énorme dans cette affaire parce que lorsque vous les alignez témoin par témoin, voisin par voisin, je pense encore que vous aurez une grande partie du puzzle, signe qu'il se passait quelque chose ici. Et détective Barnes, l'une des raisons pour lesquelles je voulais aussi vous inviter, en plus de votre incroyable expertise dans ce domaine et de ce à quoi nous devrions réfléchir, c'est que je suis sûr que malheureusement, vous avez eu beaucoup de conversations avec des victimes, des membres de la famille, des membres de la famille décédés. La famille Kinman, du côté du père de Jonathan, a publié une déclaration qualifiant la situation de cauchemar vivant. Ils déclarent avoir été horrifiés par la nouvelle sur Jonathan. La famille Kinman vit un cauchemar. Sachez que nous coopérons pleinement avec les forces de l'ordre et que nous nous battrons pour que toute la vérité et la justice éclatent au grand jour pour le bien de notre cher garçon. Le Centre pour ras le trouble du spectre de l'autisme à Burleson, qui soutient les personnes ayant des besoins spécifiques, a publié un communiqué d'inquiétude déclarant que, même sans connaître Jonathan, ses pensées y vont à sa famille et ses amis. Nous ne pouvons pas spéculer sur ce qui s'est passé, mais nous savons que cette personne méritait mieux. En tant que communauté, en tant que ville et en tant qu'État, nous devons mieux soutenir cette population vulnérable. Des listes d'attente de 17 ans pour des services constamment sous-financés ne devraient pas être la norme. Vivre avec un proche aux besoins spéciaux est un engagement à vie nécessitant soutien pour eux et leur famille. Nos proches vieillissent et leurs besoins changent, ils ne disparaissent pas. Maintenant, détective, laissez-moi vous demander ceci. Que diriez-vous à cette famille? Si vous enquêtiez sur cette affaire, que diriez-vous à cette famille? Quelles informations pouvez-vous leur transmettre? Je peux vous dire que pour moi, gérer les familles des victimes est une situation très délicate et difficile. Ma discussion avec cette famille consisterait juste à leur demander un peu de temps. Il faut du temps, car je veux bien faire les choses pour Jonathan et pour vous. Cette famille est restée dans une situation où elle a clairement été victime. C'est difficile pour n'importe qui de perdre un être cher, mais que d'autres membres de la famille soient impliqués ou aient un rôle et qu'à ce stade, tous les détails ne soient pas encore clairs. C'est vraiment une situation horrible et j'ai beaucoup de compassion pour eux. Mais ma demande pour eux serait simplement, s'il vous plaît, laissez-moi un peu de temps pour régler tout cela. Je maintiendrai une communication très étroite avec cette famille. Je veux évidemment les tenir informés et parce qu'avec la couverture médiatique, je veux m'assurer que si quelque chose sort, ils l'apprennent d'abord par moi. Donc, nous aurions assurément une communication ouverte et je voudrais vraiment les tenir informés de chaque information dès qu'elle sort. Oui, absolument, c'est vraiment difficile à imaginer. Décembre et John Mitchell restent détenus à la prison du comté de Johnson avec une caution de 250 000 dollars. Merci, détective Eric Barnes, ravi de vous avoir vu. Merci, Jessé. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez me suivre sur X ou Instagram. Je suis GC Weber, je vous parlerai la prochaine fois.